Et nous voici avec Xavier Dupré pour évoquer la question des sanctions contre l'Iran et les changements qui sont peut-être à attendre avec cette nouvelle administration aux États-Unis. Une activité organisée évidemment par l'association culturelle Joseph Jacquemot. Salut Xavier. Bonsoir. Alors, on va commencer tout d'abord par le vif du sujet, mais avant ça, je vais quand même rappeler à nos auditeurs et auditrices, spectateurs pardon, et spectatrices, qu'ils peuvent poser des questions dans le chat en dessous de la vidéo et on les rassemblera pour la deuxième partie du débat. Mais là, Xavier va on va commencer d'abord, Xavier, par parler un peu des relations entre les États-Unis et l'Iran, essayer de revenir un peu sur ce qui s'est passé ces 40 dernières années, assez brièvement, et peut-être faire un point sur ton angle d'attaque sur ce sujet des sanctions américaines contre l'Iran. D'accord. Alors, je ne suis pas spécialement le grand spécialiste de cette question. Il se trouve que, comme angle d'attaque, mais en fait, au départ, j'ai travaillé sur les sanctions américaines, la loi Helms-Burton, et il se trouve qu'au moment où j'ai commencé à m'intéresser à ça, donc toutes les implications financières, on en reparlera tout à l'heure, et à ce moment-là, il y a Trump qui sort des accords de Vienne. Donc voilà, c'est tombé à ce moment-là. Alors, sur le cadrage, si tu veux, à la suite de ça, j'ai lu des bouquins sur les grandes conceptions, les grands courants en relations internationales, le réalisme, l'impérialisme que je connaissais déjà, et l'idéalisme, le courant wilsonien. Et donc, il se trouve qu'en fait, sans entrer dans les détails maintenant, quand tu analyses la situation de l'Iran par rapport aux États-Unis, et ça transparaît quand même assez clairement dans leur histoire, en fait, l'Iran, dans toute cette région, le courant wilsonien, si tu veux, dit les relations internationales sont mobilisées autour de valeurs. Dans le jeu d'acteurs, il y a des valeurs qui comptent beaucoup. OK ? Du côté du réalisme, on est plutôt dans la définition de l'intérêt national. Et ce qui fait le jeu d'acteur, le moteur de la relation, c'est l'intérêt national. Donc, fut-il au détriment de l'autre. Et il y a le courant impérialiste qui dit attention, il n'y a pas que le jeu d'acteur. Il réinterprète le courant réaliste, il dit il y a derrière le jeu d'acteur des structures économiques. Ça, on va voir qu'avec l'Iran, ça s'est très, très fortement vérifié. Alors, sur le courant idéaliste, c'est-à-dire ce qui me pose question, c'est que ce n'est pas quelque chose qui fait un point de cohérence occidentale par rapport à la région du Proche et Moyen-Orient. Si tu lis la presse, on va dire, attention, les droits de l'homme, l'Iran, c'est un grand problème. Mais ça ne fait pas cohérence parce que, globalement, je ne pense pas que l'Arabie saoudite ait une conception des libertés publiques beaucoup plus voltairienne. Et là, je ne vois aucun plan de sanctions depuis des décennies, depuis que l'Arabie saoudite existe. Donc, ce n'est pas ça qui fait cohérence si on veut décrire le système. Cela n'implique pas de ma part un jugement de valeur. Je suis dans une posture qu'en sociologie weberienne, on appelle la neutralité axiologique, c'est-à-dire que mes valeurs ont moins d'importance qu'un certain nombre de faits qu'on tente de faire décanter, ou ce que Bourdieu appelait, moins modestement d'ailleurs, la rupture épistémologique. Donc voilà, on produit du sens, on ne se projette pas dans ce qu'il y a. Voilà, alors sur la relation justement très heurtée entre les États-Unis et l'Iran, on voit clairement que globalement, la question des droits de l'homme, par exemple, a peu mobilisé les Occidentaux lorsque le Shah régnait sur l'Iran. Sa police politique était un truc tout à fait, c'était une institution féroce. Donc à la fois des militants communistes, islamistes, et même des libéraux. Et cela est dû au fait que globalement, l'Iran est un pays qui a une vieille histoire. Hein. C'est un État qui a 2500 ans d'histoire. C'est-à-dire que l'Iran, en tant que réalité sociopolitique, a plus d'ancienneté que le christianisme. C'est quand même énorme. C'est comme ça. Et donc, l'affirmation de l'intérêt national des Iraniens s'est vite heurtée à d'autres intérêts.
Et c'est ainsi que le Shah a été toléré parce que, en fait, son pouvoir va surtout s'affirmer à partir de l'année 53, date à laquelle le Premier ministre nationaliste, et plutôt libéral d'ailleurs, assez proche du schéma de démocratie libérale, Mossadegh, est déposé alors qu'il veut contrôler la filière pétrolière iranienne. Ça se fera par la suite avec le Shah, mais il y avait une proximité entre le Shah et les Occidentaux. Quoiqu'à la fin de sa vie, les Occidentaux commençaient à se méfier du nationalisme iranien. Mais en 1979 éclate une révolution qui va porter au pouvoir. Au départ, la gauche et les islamistes en Iran ne sont pas spécialement éloignés, me semble-t-il, mais ce sont les islamistes qui vont gagner avec l'ayatollah Khomeini. Alors, c'est un programme particulier parce que c'est une république islamique qui naît là. Et Khomeini n'est pas dans la lignée, soit dit en passant, des traditionalistes chiites qui sont plutôt dans une ligne piétiste, quiétiste. Il faut se rapprocher de Dieu et puis, si on doit souffrir le martyre à cause du politique, on souffrira le martyre. Khomeini veut créer une république, mais dans sa tête, la république, c'est pas Diderot, c'est Platon. Et donc, la vérité est une vérité religieuse. Alors éclate une affaire qui pourrait passer pour un fait divers, mais qui, dans la conscience, j'ai encore regardé des documentaires, ça revient tout le temps chez les commentateurs spécialement états-uniens, c'est l'affaire des otages en 79, qui vont rester plus d'1 an et demi bien retenus en otage par des militants islamistes. Je veux dire, bon, évidemment, ils vont être relâchés, mais ça va avoir une influence terrible sur la politique intérieure américaine, puisque la tentative de les libérer de force qui avait été lancée par Jimmy Carter va se solder par un échec absolument navrant, ce qui va faire un bien fou à la campagne de Ronald Reagan. Dès 79, il y a déjà des programmes de sanctions économiques à l'égard de l'Iran. La ligne va toujours rester la même, sanctionner l'Iran. Ce qui va se produire à partir du milieu des années 90, c'est que les sanctions à l'égard de l'Iran, il y a des fonds, par exemple, depuis 79, il y a des fonds iraniens qui sont gelés sur des banques américaines. Ce sont des milliards de dollars, parce que tout ça a produit des intérêts. Oui, il y a eu des intérêts, il y a un contrat avec une banque. Simplement, ce n'est pas disponible pour les Iraniens. Et de surcroît, à partir de 95, au milieu des années 90, la loi Helms-Burton va distinguer un registre de sanctions primaires, c'est-à-dire qui concerne des citoyens de droit américain, personnes physiques, personnes morales, d'un registre beaucoup plus dur de sanctions secondaires qui concernent également des personnes physiques et morales qui ne seraient pas, qui ne sont pas américaines, mais qui pourraient avoir un nexus, un lien avec les États-Unis. Et on verra que parfois le lien n'a pas être le lien peut être très très ténu. Il y a des sanctions qui s'appliquent. Donc, j'en arrive. On est déjà quasiment au début des années 2000. Le programme nucléaire iranien n'a pas été inventé pour embêter les Occidentaux par la République islamique, puisqu'il existait déjà du temps du Shah. Donc c'est une vieille revendication de l'Iran d'avoir un secteur nucléaire civil. Et toute la question qui va se porter sur le nucléaire iranien va être la question qui va se poser et qui va être posée par les Occidentaux, et en partie pour sécuriser la seule puissance nucléaire du prochain Moyen-Orient, qui est Israël. C'est il ne faut pas d'application militaire. Sous Ahmadinejad, donc dans ces années 2007-2008, c'est une fin de non-recevoir. On fait ce qu'on veut, on est iranien. Donc, affirmation maximale de l'intérêt national, durcissement des sanctions, et même l'Union européenne appliquera des sanctions primaires, des sanctions en son nom propre. Et donc, on va arriver à une situation de déclenchement de négociations avec les États-Unis. C'est là-dessus que Rouhani avait été élu, l'actuel président de l'Iran. Les tractations seront un peu longues, seront difficiles, mais en 2015, elles débouchent sur les accords de Vienne 2015, accords sur le nucléaire iranien. Et par ces accords, l'Iran doit se soumettre à des inspections inopinées, complètes,
de l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc qui est une agence de l'ONU. Pour l'objet de la vérification, c'est le niveau d'enrichissement de l'uranium. Il faut qu'il se situe en deçà d'un seuil qui ne laisse aucune équivoque. On fait du nucléaire civil, c'est un niveau d'enrichissement qui correspond à du nucléaire civil. 2015, les accords sont conclus. Une partie de l'opinion publique américaine n'est pas complètement satisfaite par le résultat de ces négociations. Une partie de l'opinion publique iranienne non plus. Tant et si bien que l'actuel ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Mohamed Zarif, dit « Mais c'est un traité, mais qui est d'abord un compromis. » Il y a une part de frustration de part et d'autre, mais il y a un accord. Alors, entre 2015 et 2018, parce qu'en fait, Donald Trump est élu, 2016, prête serment début 2017, il ne sort de l'accord que, il faudrait que je me souvienne de la date, je crois que les grosses sanctions sont arrivées en novembre 2018, qui sont des sanctions financières. Mais donc, il y a bien eu des visites inopinées de l'AEIEA, et elles ont toutes convergé vers un fait, c'est que l'Iran, avec quelques centrifugeuses qui auraient permis d'augmenter le niveau d'enrichissement de l'uranium, mais qu'il y a eu de l'uranium enrichi en petite quantité qui aurait peut-être pu, mais on n'était toujours pas au niveau d'enrichissement qui permet la bombe nucléaire. Tout ça a fait l'objet, soit ces quantités ont été soit diluées, soit revendues à l'extérieur, cédées à l'extérieur, et les centrifugeuses les plus puissantes, celles qui auraient pu permettre bien ce travail d'enrichissement, sont dans un silo, c'est protégé à mon avis, il faut quand même faire attention, qui est surveillé par la l'AEIEA. Donc l'Iran avait rempli sa feuille de route. Voilà, ok, ben alors ça nous amène à la question suivante, c'est pourquoi justement alors Trump a envoyé, a rompu le contrat et je vois qui sourit, a rompu le contrat avec les Iraniens et a décidé de sortir de cet accord. Alors, et comment est en désaccord avec ses partenaires européens. Oui. Alors, cette rupture-là, en fait, n'est pas spécialement quelque chose qui d'abord était une surprise. Trump l'avait annoncé durant sa campagne. Donc, maintenant, entre ce que l'on dit quand on est en campagne et ce qu'on fait quand on est aux affaires, le drame de Trump, c'est qu'il aura vraiment fait beaucoup de choses qu'il avait promises. C'est ça qui a été dramatique avec lui, il l'a fait. Alors, ce n'était pas spécialement une surprise qu'il le fasse et qu'il le dise. Bon, il y avait les liens, même personnels, qu'il entretenait avec l'Arabie Saoudite, le rival au sein du monde, de cette région de l'Iran, et avec Israël également. Alors, en fait, Trump rompt les accords et pratique une politique de pression maximale. Pour une raison très simple. C'est qu'il aimerait bien, parce que je te disais qu'il y avait eu des motifs de frustration côté américain, il aimerait bien obtenir quelque chose en plus de ces accords. L'accord porte sur le nucléaire iranien. Et une partie, et notamment chez les républicains, et pas forcément trumpistes, voulait que l'accord englobe le programme de missiles balistiques de l'Iran, sujet hautement tabou, et le soutien de l'Iran à diverses forces au Proche-Moyen-Orient, spécialement le Hezbollah, et en Irak également, puisque je regardais, toujours découvrais ces choses. En fait, c'est un lieu de pèlerinage pour les chiites, c'est Karbala qui se trouve en Irak, et toute la sécurisation des pèlerins iraniens est assurée aujourd'hui par des groupes, soit iraniens, soit pro-iraniens, soit directement l'armée iranienne qui prend d'autres, qui change d'uniforme. Donc, mais ils sont très sécurisés. Le sud de l'Irak, c'est une zone chiite et les Iraniens y sont implantés. Ça a été une fin de non-recevoir parce qu'en plus, je te disais qu'il a mis au service de cet objectif-là une politique de pression maximale. Alors, la politique de pression maximale de Trump, elle va très loin. Elle va très très loin parce qu'en fait, elle va même consister, oui, là c'est un peu de technique financière, mais c'est comme ça que je suis entré dans le dossier, c'est le réseau SWIFT.
Alors, le réseau SWIFT est un réseau qui est détenu par les banques occidentales, l'ensemble des banques, et on trouve là-dedans les grandes banques américaines. C'est un réseau qui a été créé sous parrainage américain et qui a commencé à fonctionner en 1973. L'ensemble des procédures automatisées de paiement dans le monde, l'immense majorité, passe par SWIFT, dont le siège se trouve à la Hulpe, non loin de Bruxelles. En fait, c'est une société européenne. Mais c'est là qu'il y a les sanctions de type secondaire. Le paiement par SWIFT d'un citoyen, d'une entreprise iranienne, par une entreprise européenne, implique de fait des US persons. C'est comme ça. Puisqu'il y a dans le conseil d'administration d'Euroclear, qui gère le réseau SWIFT, là, c'est eux qui se trouvent à la Hulpe, il y a des banques américaines. Donc, il y a un lien avec des US persons. Donc, c'est foutu. Et ça va aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est non seulement les banques iraniennes, mais même la banque centrale iranienne qui a été déconnectée de ce système de paiement. Donc, il a cherché à les étrangler. Alors, les Européens, tu faisais bien de le souligner, ont un peu ronchonné, mais et là, on parlerait un peu d'impérialisme, et donc de stade suprême, je ne sais pas, mais en tout cas de stade très... Enfin, c'est une caractéristique d'un capitalisme déjà très avancé, l'impérialisme. Eh bien, on a vu qu'en réalité, alors que les Européens ronchonnaient, étaient une fois de plus mis devant le fait accompli par Trump, que globalement, ils n'étaient pas en mesure de garantir aux Iraniens que les investisseurs européens, je pense notamment à PSA, Peugeot était très présent en Iran, Total, Siemens, je crois aussi Bayer, la chimie allemande, ces firmes, si elles avaient des relations avec l'Iran, étaient sanctionnées et n'avaient plus accès au marché américain. Je rappelle qu'à cette époque, 2018, on commence déjà à sentir la probabilité, par exemple, d'une fusion entre Fiat Chrysler et PSA, Peugeot Citroën. Il est clair que si tu t'en vas installer une usine Peugeot en Iran, ça, tu peux oublier la fusion de capital avec Chrysler. Il y a une US person qui est impliquée. Donc, pas possible. Idem pour Total. Total a une filiale aux États-Unis. Si elle se rend en Iran, et c'était important et intéressant pour Total, si elle consent des investissements importants en Iran, elle implique son siège, une US person. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde se tire de l'Iran. Donc, la politique étrangère de l'Union européenne, elle a été faite par les multinationales européennes sur ce coup-là. Bien, et donc Trump va surtout commettre une immense erreur, c'est-à-dire que, quel que soit par ailleurs le niveau de frustration et de concession auquel on doit procéder dans un accord, on négocie avec un adversaire, mais le temps de la négociation, il devient un partenaire. Et il ne faut jamais humilier un partenaire. Alors, il faut savoir que Rouhani a été élu comme président sur la base de je vais avoir un accord avec les Américains et nous allons avoir des investissements. Et les premières années de 2015 à 2018, les taux de croissance de l'économie iranienne, c'est chinois. Hein. On aurait dit la Chine des années 2000, c'est du 8%. Hein. Donc il est arrivé à ces fins. Donc ils se sont sentis humiliés. Ils ont consenti à des concessions. On ne les a pas reconnus. Ils ont rempli leur part de contrat, on ne les a pas reconnus. Donc, ils sont sanctionnés après avoir rempli leur part de contrat. Hein, bon, la lecture impérialiste des relations internationales là-dessus, elle est encore un peu actuelle quand même. Vladimir Ilitch. Mais donc, et tout ça les a humiliés. Alors, la réaction des Iraniens va être dans un premier temps de compter sur les Européens. Hein. Rouhani comptait sur les Européens, mais les Européens vont créer un mécanisme qui ne va pas arranger les Iraniens. Alors, il faut savoir que le grand cauchemar de toutes les banques européennes, à partir de novembre 2018,
ça a été la chose suivante, c'est si nous avons des affaires avec l'Iran, il faut, attends, c'est pas fini, tu sais, première condition, elle est déjà énorme, hein, que nos activités avec l'Iran, toute l'architecture financière repose sur une seule devise, l'euro, pas le dollar. Si tu impliques le dollar, il y a un mouvement de crédit-débit qui s'opère dans la chaîne de paiement et qui va impliquer une banque américaine, une US person. Attends, pas fini. Mais tu dois complètement isoler ces mouvements-là du reste de tes autres mouvements qui impliquent du dollar, donc des US persons. C'est pas gagné. Pas fini non plus. Troisième condition. Il faut aussi que tu n'impliques pas dans la chaîne de prêts interbancaires des US persons, donc des banques américaines. Donc ça veut dire que tu dois quasiment renoncer à te financer en dollars. Donc ça devient complètement impossible. Alors on va créer du côté de la Commission européenne une entité publique, Instex. J'ai oublié les origines de cet acronyme. L'idée était d'échanger en euros avec l'Iran de la nourriture et des médicaments. Mais globalement, ça n'arrangeait pas vraiment les Iraniens parce qu'ils n'avaient plus la possibilité de vendre ce à partir de quoi ils se constituent des réserves de change international, c'est-à-dire du pétrole. La vente de pétrole iranienne, c'est interdit. Donc les sanctions, globalement, il n'y avait pas énormément de possibilités pour l'Iran. On a parlé que ça pouvait arranger quelques PME, etc. Mais l'Iran n'a pas besoin aujourd'hui de PME. Elle a vraiment besoin d'investissements lourds en infrastructures extractives, en infrastructures routières. Si l'Iran compte aujourd'hui les deuxièmes réserves au monde en gaz derrière la Russie, je retrouverai les chiffres tantôt, c'est parce qu'en fait, personne n'a jamais exploité ces réserves iraniennes. Pour eux, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient d'exploiter leurs réserves, leurs ressources naturelles. C'est ça qu'ils veulent. Et de surcroît, il n'était pas clair non plus à partir du moment où les banques iraniennes avaient été déconnectées de SWIFT, de pouvoir véritablement se faire payer si on leur exportait des médicaments. Elles devaient consentir à des paiements manuels. Ces paiements manuels devaient arriver sur un compte en Europe, dans une banque qui éventuellement a une connexion avec une US person, et donc ton paiement aurait pu être refusé par BNP Paribas. Aussi simple que ça. Tu vends tes médicaments à l'Iran quand tu veux, mec, mais tu ne te fais pas payer sur le compte ici. Donc le mécanisme a été bloqué. Et après, les Européens, ils ont supporté Trump jusqu'au bout. Il y avait un côté très femme battue de l'Union européenne à l'époque face à Donald Trump. Ce côté comme ça, humilié en permanence en espérant que ça s'arrange un jour. Il a fini par perdre les élections et les Européens se sont remis à rêver d'avoir un accord, enfin de revenir à l'accord de 2015. Mais donc Trump a vraiment rompu avec les accords de 2015 en pensant pouvoir asphyxier économiquement l'Iran pour obtenir des avantages, des concessions sur deux secteurs qui n'ont jamais été abordés dans les négociations qui ont duré de 2011 à 2015. Ça a quand même été 4 ans pour signer l'accord. Donc le soutien au groupe chiite et le programme balistique. Alors le programme balistique, c'était extrêmement mal joué de la part des Occidentaux. Ramener le programme balistique, c'est quand même se rappeler d'une époque où l'Iran a été frappé, parce que dans les sanctions, il y a aussi eu des sanctions de type militaire par acteurs interposés. La guerre Iran-Irak qui a duré de 1981 à 89, si je ne m'abuse. Et à cette époque, Saddam Hussein était bien équipé en missiles patriotes, l'Iran moins. L'Iran a pas mal souffert. Et donc, depuis, développer un programme de missiles balistiques fait partie de la doctrine de sanctuarisation du territoire iranien. Donc ça, c'est un sujet extrêmement sensible.
Quant au soutien au groupe chiite, là, pour l'Iran, c'était un petit peu... Les Américains nous demandent beaucoup, parce que les premiers chiites qui sont concernés par ce soutien militaire iranien, ce sont les chiites d'Irak. Or, l'effondrement de l'Irak n'a pas été causé par les Iraniens. Ils auraient bien voulu... Enfin, cette guerre s'est terminée sur... La guerre avec l'Irak s'est terminée sur un statu quo et les combattants étaient très épuisés après la guerre, d'où l'invasion du Koweït par l'Irak en 1991. Mais ils se disent que les Américains ont une part de responsabilité dans le fait que des États se sont effondrés ici et nous en avons tiré profit. Donc c'était très compliqué de ramener ça et jouer à ramener ce type de dossier en humiliant ces gens était forcément un peu explosif. Donc je crois que c'est quelque chose d'assez... Mais vraiment, Trump a sans doute plus de pouvoir qu'on ne le pense, parce que cette idée, je t'étrangle financièrement, tu cèdes, dans le monde des affaires, ça marche. En politique, où on engage des valeurs, de la symbolique, Rouhani ne peut pas aller dire aux Iraniens, écoutez, je vais refaire un accord avec les Américains, on va avoir exactement la même chose qu'avant, mais on va devoir céder un peu plus sur des dossiers extrêmement symboliques. Il ne peut pas comme dirigeant politique. Sinon, enfin, je veux dire, sa crédibilité s'effondre complètement, même si elle est très compliquée, il y a la crise Covid, etc. Mais à l'époque, on ne parle pas de Covid, donc il se serait décrédibilité de par sa propre initiative. Donc, ce n'était pas possible. Donc, on arrive à Joe Biden, me semble-t-il. Oui, comment est-ce qu'on peut, cela dit, peut-être un peu détailler, je ne sais pas si tu as bossé un peu sur l'impact sur les Iraniens eux-mêmes de ces sanctions, parce que là, on est vraiment resté dans dans le très théorique, dans tout ce qui est financier, dans la façon dont ça a impacté le développement des infrastructures en Iran, les échanges avec le reste du monde, mais est-ce qu'on a des estimations, par exemple, de ce que ça a pu causer sur la population iranienne? C'est-à-dire qu'il y a eu un effet d'appauvrissement qui a été important. Hein. Tu as eu une flambée des prix sur certains produits alimentaires et spécialement des médicaments. Ça dépend des endroits, évidemment. Hein. Téhéran, il y a plus de demandes, mais il y a eu une inflation très importante, donc avec une limitation sur l'accès aux soins parce que le prix des médicaments, ils n'arrivaient plus. Donc, il y avait un marché noir de médicaments, on était là-dessus, donc très compliqué de se soigner. Et donc, ça veut dire, par exemple, que des traitements par chimiothérapie, on n'a pas pu les donner à un moment donné parce que les médicaments n'étaient pas rentrés sur le territoire iranien. Donc, si tu veux du concret, à mon avis, c'est concret. Alors, tu as eu aussi, évidemment, plus de pétrole veut dire plus d'importation non plus. Donc, il faut vivre avec ce qu'on a et protéger les réserves du pays. Donc, ça a été quand même, je te dis, l'Iran était à 8% de croissance. Les 6-7 premiers mois des sanctions de Donald Trump, ça a été plutôt une récession de 10%. Hein. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas combien doit être le taux de chômage en Iran, mais il faudrait harmoniser les statistiques, etc. Mais tu dois être sur des taux de chômage qui sont dans la jeunesse de l'ordre de 25%. Donc, ça a eu des conséquences sociales désastreuses. Alors, c'est vrai que l'Iran a quasiment bloqué ses frontières à toute une série d'importations, et aujourd'hui, il y a un petit retour de la croissance. Mais ce petit retour de la croissance, enfin, retour assez respectable de la croissance, mais ne suffira pas à effacer en 2 ans ou 3 ans l'impact des sanctions. Surtout que, croissance ou pas, la croissance aujourd'hui en Iran, c'est simple, hein, c'est des substitutions aux importations ou des impossibilités d'importer. Mais que tu aies ça ou non, tu n'arrives toujours pas à avoir des médicaments. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est produit, c'est qu'il y a d'autres États voyous. Parce que ça, c'est intéressant. L'Iran a été classé comme État voyou par George Bush Jr. début des années 2000. Par exemple, sur le Covid-19, ils ont développé une coopération intéressante, fournissent du pétrole et ils reçoivent des médicaments. Et sur le Covid, ils vont développer toute une ligne de production de vaccins avec Cuba.
Les voyous finissent toujours par s'en... Les voyous... Mais non, mais ils sont tellement victimes d'embargo et de blocus qu'à un moment donné, ils finissent bien par se dire on a un point commun. C'est qu'on a une relation très particulière avec les Américains. Donc, essayons de joindre nos forces. C'est comme ça que ça se passe. Il y a sans doute eu des livraisons, mais il suffit de regarder des sites d'information iraniens, des livraisons de pétrole à la Corée du Nord contre des systèmes de lancement de missiles. On se débrouille, quoi, je veux dire. Mais donc les conséquences ont quand même été terribles. Hein, je veux dire, est-ce qu'on pourra mesurer un jour les impacts sur la santé et l'espérance de vie? Je pense que oui, mais ce sera dans quelques années. En tout cas, la population iranienne se soigne beaucoup moins bien aujourd'hui qu'en 2015, ça c'est très clair. Et depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, est-ce qu'il y a une légère inflexion qui est déjà visible? Enfin, voilà, on a entendu parler ces derniers jours de négociations secrètes qui auraient redémarré, mais est-ce que... Alors, Joe Biden, dans sa campagne, il dit qu'il veut revenir aux accords de 2015. Donc ça, c'est clair aussi. Et puis, globalement, il se rend quand même bien compte que le Trumpisme, la relation à l'Iran, enfin, je veux dire, on a mobilisé des symboles très forts dans le milieu évangélique sur l'Iran. Milieu évangélique qui est assez pro-sioniste. Hein. Donc là, il y a toute une relation à la mystique des évangéliques qui m'échappe. Et je ne m'y intéresse que très vaguement. Je te le dis très franchement. Mais il y a une sympathie des milieux évangéliques pour Israël. Donc, en plus, on a mobilisé l'image du mal, de Satan, enfin, de part et d'autre. On s'est diabolisé, on a beaucoup diabolisé l'Iran. Et il faut quand même bien le dire, vu les résultats de Donald Trump, Biden s'attendait sans doute à une victoire plus importante. Donc, sur un sujet comme l'Iran, il a été assez prudent. Il a voulu montrer que les États-Unis ne se laissaient pas faire, d'où des frappes assez importantes, enfin, des frappes importantes hein, contre des milices pro-iraniennes en Syrie. Donc, il avait plutôt... Le climat s'est assez vite tendu entre les Iraniens et Joe Biden. Et globalement, on ne s'attendait plus vraiment, enfin, les Européens eux-mêmes ne s'attendaient plus vraiment à de grands progrès. Surtout que les Iraniens avaient toujours dit ceci, si vous voulez qu'il y ait, que nous respections à nouveau les normes d'enrichissement nucléaire et les visites de l'AEIEA, vous allez devoir suspendre les sanctions tout de suite. C'est vous qui avez commencé par ne pas respecter l'accord. Ce à quoi les Américains répondaient, non, c'est à vous de nous montrer d'abord que vous valez la peine que nous levions les sanctions. Nous sommes les US persons. Ça dépend de nous. Donc le bras de fer était là, et on a vu l'Iran, à un moment donné, dire plus d'inspection de l'AEIEA. Tous les sites sont filmés. Hein. Donc l'AEIEA aura les vidéos, mais non, on n'est plus inspecté. Donc on commençait à désespérer. Et puis, dans un mouvement... Alors, les États-Unis, à l'époque, disaient, mais il y aurait peut-être une façon de faire, d'avoir des pourparlers indirects et secrets entre l'Iran et les Iraniens ont dit non. Et sur la place publique, on a su qu'il y avait cette demande des Américains qui continuaient finalement une politique de pression. Et, ben oui, parce que les Iraniens, ce qui les arrange, c'est d'avoir autour de la table les signataires, on n'en a jamais parlé, et c'est ma faute, des accords de Vienne. Qui tu as comme signataire des accords de Vienne? Tu as les États-Unis et l'Iran, évidemment, mais tu as les autres membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Union européenne et l'Allemagne. Donc, tu as la Chine et tu as la Russie. Ah oui, mais si tu as la Chine, si on sort du face-à-face, qui est clairement, je veux dire, les Américains, là, reproduisent dans l'administration Biden reproduit dans un dossier de nature diplomatico-militaire, nucléaire, mais avec des implications économiques, les orientations qui ont été celles de la politique commerciale extérieure des États-Unis. Le multilatéralisme, c'est ennuyeux.
le bilatéralisme, quand on peut discuter d'égal à égal avec le Malawi, ça c'est avantageux. Ça c'est intéressant. Et c'est ce à quoi les Iraniens ont toujours voulu échapper. Bien, ils ont un accord avec la Russie. Ça, on sent bien que militairement, avec les Russes, ça se passe bien. Ça se passe bien depuis la Syrie. C'est très clair. Ils se sont bien débrouillés là-bas. Je juge du résultat, pas des valeurs. Je suis dans une posture de neutralité axiologique et de rupture épistémologique. Non, c'est-à-dire croire ou ne pas croire en quelque chose est toujours de l'ordre de la prénotion, quel que soit par ailleurs l'objet de la croyance. Donc, les Russes, ça se passe bien. Mais ce n'est pas eux qui ont été la pièce maîtresse du dossier. Parce que les Russes fournissent de l'armement. Ouais, d'accord. Ouais, à la Syrie, à l'Iran. Mais les Saoudiens, pour les Américains, les cartes restent en place avec les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris. Au Qatar, ils ont leur plus grosse base au Proche-Moyen-Orient. Ce qui va vraiment être je disais la presse anglo-saxonne, Bloomberg parlait de game changer. C'est ça qui a fait changer le jeu. C'était il y a 2 semaines. C'est l'accord de coopération de 25 ans avec la Chine. Alors ça, c'est terrible parce que, si tu veux, ça a été une carte. C'est une superbe victoire de la diplomatie iranienne, quand même très clair. Bon, après le sommet d'Anchorage où les Américains et les Chinois se regardent en chien de faïence, ont quand même globalement besoin l'un de l'autre économiquement, mais on ne va pas aller plus loin que ça dans le rapprochement. Ce que la présence, cet accord des Chinois, qui est un accord d'amitié entre les 2 peuples, entre la République populaire et la République islamique. D'abord, juste pour situer les choses, tu vas me dire que c'est théorique, mais ça a des implications pratiques. C'est un accord qui porte sur une coopération économique de 25 ans. Le montant des investissements chinois qui est attendu est de 400 milliards de dollars. Je divise 400 milliards de dollars par 25. Alors, il faut savoir que, oui, le PIB de l'Iran en 2018, donc avant les sanctions, il est sans doute plus faible aujourd'hui, était de 450 milliards de dollars. C'est-à-dire que ce que proposent les Iraniens, les Chinois, c'est globalement, sur 25 ans, un doublement, même plus qu'un doublement, aujourd'hui un peu plus, du PIB de l'Iran suite à des investissements. J'allais dire formation brute de capital fixe, c'est une déformation professionnelle. Mais donc, ça veut dire que ce que promet la Chine à l'Iran, c'est au minimum, de par les investissements, un taux de croissance de 4% par an. Donc, ça dit l'amitié entre les 2 peuples. Mais si ça installe à ce point l'amitié entre la Chine et l'Iran, ça installe aussi, par ricochet, la Chine au centre du jeu et des relations au Proche et Moyen-Orient. Qui est le premier client pour le pétrole saoudien? La Chine. Qui est le premier client pour le pétrole émiratique? La Chine. Qui est le premier client pour le pétrole et le gaz qatari? La Chine. Donc, on peut plus autant se fâcher avec l'Iran. Là, on joue avec des choses importantes. Il y a même des échanges de devises aujourd'hui entre la Banque centrale des Émirats arabes unis et la Chine. Il y en aura sans doute avec l'Arabie saoudite. Et de fait, cet accord fait entrer tout le golfe Persique ainsi que la péninsule arabique dans les routes de la soie. Et donc, s'il doit y avoir un jour des pourparlers de nature plus politique entre ces différents acteurs et ces différents États de la région, la Chine peut actionner un levier économique. Et quel levier économique? 3 000 milliards de dollars de réserve, la Chine. 7 fois le PIB en une année de l'Iran, peut activer ce dossier, ce levier économique pour enclencher une dynamique plus politique. Et donc, une semaine plus tard, on apprenait que cette fois-ci, on n'était plus dans une configuration de négociation secrète. C'est tout à fait officiel, il y a des déclarations, pas beaucoup, c'est feutré quand même. Mais ils se réunissent à Vienne, on sait où. Les Iraniens et les Américains ne sont jamais dans la même pièce. Jamais.
C'est une demande de la délégation iranienne. Et en fait, les Chinois et les Russes, plutôt proches de l'Iran, et l'Union européenne, Français, Britanniques, enfin non, l'Union européenne, l'Allemagne, la France et les Britanniques sont plutôt proches des Américains et font le go-between entre les deux parties en présence. Donc ce que je vois aujourd'hui, c'est quand même un rapport de force qui, ces accords avec la Chine, ont quand même renforcé, donné du rapport de force à l'Iran. Ça, c'est très net. C'est très net. Alors, je lisais dans la presse que l'Iran a plus besoin de la Chine que l'inverse. Mais c'est vrai aussi pour l'Arabie saoudite. Mais c'est vrai aussi. Je veux dire, le monde a besoin de la Chine. 3 000 milliards de dollars de réserves, 1 milliard de consommateurs, une classe moyenne. Tout le monde a besoin de la Chine. Je rappelle quand même que lors de la crise de 2008-2009, le plus gros plan de relance, c'était la Chine. Donc, oui, la Chine, on a besoin de la Chine, quoi. Et donc, l'Iran a besoin de la Chine, et puis, et même les Américains ont besoin de la Chine. Hein. Je veux dire, si demain, d'aventure, parce que ces accords, ils sont là sur le papier, jusqu'où ça pourrait aller des sanctions américaines contre les Chinois parce qu'ils travaillent avec les Iraniens? Est-ce qu'on imagine que ces banques chinoises qui achètent des bons du Trésor américain vont être sanctionnées par la Maison-Blanche? Ce qui fragiliserait quand même quelque part le financement et le roulement de la dette américaine. Ben non, ce n'est pas possible. Donc dans le pire des cas, tu auras des firmes qui vont être montées, leur capitalisation sera, ce sera plus de l'argent liquide qu'autre chose qui circulera. Peut-être même que ce serait une fiction comptable, par des seconds couteaux, business, politique internationale en Chine, qui n'auront comme sanction que le fait de ne pas pouvoir disposer de dollars, parce qu'ils devront se faire payer en yuan, et de ne pas pouvoir voyager aux États-Unis, mais on peut très bien se soigner en Chine. Je crois qu'on le voit aujourd'hui avec la pandémie. Donc, ils ne seront pas si malheureux que ça. Voilà, c'est tout. C'est juste là. Parce que s'ils veulent aller très très loin dans le lien entre acteurs qui auraient des liens avec les US person, la première US person qui a un problème, c'est le Trésor américain. Et ça change évidemment. C'est un game changer. Alors, j'en viens à ceci, c'est que c'est même du point de vue de l'économie iranienne, un véritable, c'est plus qu'un ballon d'oxygène, hein, cet accord. Bah, d'abord parce qu'il y a 400 milliards de dollars, mais surtout parce que le fait d'être bloqué, d'avoir ces banques débranchées du réseau SWIFT, ça pénalisait l'Iran, mais il se trouve que la Chine est en train de mettre au point un système de paiement électronique en yuan qui s'appelle et voilà, CIPS. Voilà, CIPS. Mais China Interpayment, je ne sais plus, je retrouverai le nom tantôt. Mais c'est un paiement, si tu veux, un système de paiement international en yuan, et la compensation s'effectue avec des banques chinoises à Shanghai. Logique. La compensation en dollars, elle finit toujours aux États-Unis. Bon, voilà, donc plus souvent à New York. C'est pas... Voilà, banque chinoise. Mais donc, si, et il est question de plus en plus que le système de paiement manuel de l'Iran, parce qu'aujourd'hui, leur seul système de paiement automatisé, c'est SWIFT. Donc ça, c'est mort. Pour l'instant, c'est mort. Donc, ce serait de rebrancher leur banque aussi au système CIPS chinois. Mais ça veut dire qu'ils vont pouvoir recevoir des devises, importer des biens, et vu l'évolution de l'économie chinoise, qui se caractérise par une montée en gamme de l'économie, c'est-à-dire une augmentation de la valeur ajoutée des productions, globalement, ils pourraient se faire payer leur pétrole en yuan et finir par acheter des voitures, de l'air, je sais pas, des infrastructures et des marchandises, au sens marxien du terme, comprenant une valeur ajoutée de plus en plus importante, simplement parce que la Chine va produire ces marchandises. Donc ça les a arrangés énormément. Et c'est ça qui a été le game changer. Alors aujourd'hui, quand même, de ce qu'on voit de ces négociations, parce que je suppose que tu allais me demander ce qui se passe à Vienne. Bon.
Je t'entends. Ah, d'accord, oui, oui, d'accord. Oui, non, oui, c'était la suite de mes questions, donc c'est très bien. Tu t'auto-animes, c'est génial. Oui, d'accord. Oui, je m'auto-anime depuis que je suis petit, ça a parfois fait des problèmes. Mais en fait, si tu veux, aujourd'hui, avec les Américains, ce qui est sur la table, c'est quand même, il faut se. Bon, il y a une quinzaine de milliards de dollars qui pourraient arriver sur les comptes. Euh, Thomas, il écrit, il est grave. Bon, ça ne me concentre pas, Thomas. Mais en fait, euh, 15 milliards de dollars pourraient arriver. Ce sont des paiements qui sont bloqués. C'est des fournitures en pétrole de l'Iran auprès de clients indiens et sud-coréens qui sont aujourd'hui bloqués. Donc, il n'y a pas de possibilité. Le fait de payer en dollars du pétrole iranien implique des US persons. Donc, ces banques sud-coréennes et indiennes ne peuvent pas effectuer le paiement. Donc ça va être débloqué. Donc il y aura déjà une petite ouverture SWIFT là-dessus. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, le FMI, qui dispose de sa propre monnaie de réserve, qui est composée d'un panier de monnaies qui correspond aux grandes monnaies internationales, hein, l'ensemble des monnaies, bon, il y a l'euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse, le yen et le yuan renminbi. Il y a une devise qui s'appelle le droit de tirage spécial. Le FMI est en train de mettre à disposition de ses États membres des droits de tirage spéciaux qui arrivent et qui peuvent être convertis en dollars. À mon avis, ils seront convertis en dollars. Voilà, l'Argentine va recevoir 4 milliards de dollars vu leur situation. C'est tout pain béni. Et il n'est pas possible pour l'Iran, qui est membre du FMI, de recevoir l'argent du FMI, puisqu'en fait, sa banque centrale ayant été débranchée du système SWIFT, les États-Unis empêchent le FMI, dont ils sont l'actionnaire de référence, de fonctionner. Alors, on est quand même arrivé à un niveau quand même assez tordu, enfin, assez tortueux tout ce qui se passe. Donc tout ça devrait être débloqué. Alors pour le reste, c'est comment sortir de la crise, puisque globalement, chaque fois que les Iraniens disaient non, 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 vous nous demandez à nous de revenir sur les dispositions et les niveaux limites d'enrichissement de l'uranium, on l'a toujours fait, et quand on le faisait, vous êtes quand même parti. Donc c'est à vous de lever les sanctions. Donc il y avait ce jeu tit for tat. Et donc là, maintenant, il y a un mouvement coordonné qui va être très long et très compliqué, parce que la confiance ne règne pas entre les deux pays. Ça, je crois que tu avais compris. Ça date d'un certain temps quand même. En fait, l'idée est de créer un mouvement coordonné où les 15 milliards arrivent, les Iraniens font ceci. À mon avis, la question des visites éclair, inopinées, surprises et comprehensive, disait l'accord, donc complète. Ils peuvent aller où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. De l'AEIEA, ça va revenir assez vite. À partir de là, le dossier peut se débloquer, mais la confiance n'est pas là. Ça, c'est clair, la confiance n'est pas là. Donc les Américains douteront toujours. C'est vrai qu'on parle de détonateurs nucléaires qui seraient arrivés en jeu. Je n'en sais rien, personne n'en a la preuve. Tout ça, c'est des informations qui circulent. On projette aussi ces angoisses. Il faut savoir aussi que chaque jour qui passe, enfin, si tu veux passer un cap d'enrichissement nucléaire pour arriver à 90%, ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus facile avec les centrifugeuses. Donc, dans un an, si on ne revient pas aux accords de Vienne de 2015, le PGAC, dans un an, l'Iran a la bombe nucléaire. Alors là, je te laisse imaginer. Il y aurait quand même un potentiel d'attention au Proche et Moyen-Orient, qui est assez important. Donc le temps presse. D'un autre côté, on ne sent pas les Américains pressés. Ils se rendent bien compte que les Iraniens attendent des choses économiquement. Et c'est vrai que revendre du pétrole, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de commandes de pétrole chinois auprès d'Iran. Le dernier client de l'Iran pour le pétrole, c'est la Chine. Tu as environ une production de 500 000, vente de 500 000 barils par jour. La production de l'Iran était de plusieurs millions de barils par jour, quand ils fournissaient notamment l'Italie d'ailleurs. C'est un bon client de l'Iran.
Donc, il n'y a rien à faire, il y a un manque à gagner. Donc, même du côté iranien, ils peuvent toujours se dire à un moment donné, si Biden perd les élections et que c'est un républicain qui revient, les accords ne vont pas faire long feu. Ça, on voit clairement que l'opposition républicaine est très remontée là-dessus. Mais vendre du pétrole aux Européens pendant 4 ans, puis le temps qu'on sorte des accords, allez, mettons 5 ans, c'est un beau bol d'air en termes de devise pour l'économie iranienne. Donc là, pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont essayer de se mettre d'accord sur un chronométrage et ils ne vont pas se mettre la pression sur les élections présidentielles. On parle du clan dit des conservateurs. Ça m'a l'air plus complexe que ça. C'est plutôt eux qui devraient reprendre le pouvoir. Mais le sort de ces négociations est dans la philosophie même des institutions iraniennes. Je te parlais de Platon et quelque part du mythe de la caverne. Le roi philosophe, eh ben c'est le roi, le clergé est roi. Et donc, ça va dépendre du guide suprême de la révolution, qui est Ali Khamenei. Lui, il restera en place, il est inamovible. Donc, si il faut passer du temps pour peaufiner, pour être sûr de ce qu'on veut et pour pouvoir progresser, la date des élections présidentielles ne fonctionne pas comme un coup près, puisque les institutions iraniennes, c'est Khamenei, et la négociation, c'est Khamenei. Donc, le retour aux accords, il est là. Les Iraniens ont remarquablement forcé la porte parce qu'ils avaient besoin. Ils ont besoin de revendre du pétrole aux Européens, ça c'est très clair. Et ils ont besoin de pouvoir réapporter des médicaments. Parce que Cuba ne pourra pas être à lui seul le fournisseur de l'Iran, c'est clair. Mais voilà, pour le moment, la stratégie de vaccination ne peut, pour des raisons de blocage, reposer que sur Cuba. Ouais. Pfizer et AstraZeneca ne vont jamais vendre une dose de quoi que ce soit à l'Iran. Non, Pfizer, c'est une US person en plus. Donc, eux, ils peuvent de toute façon pas. Donc AstraZeneca non plus. Donc, de toute façon, il n'y a pas moyen de se faire payer. Mais quoique, le programme des sanctions a toujours exclu formellement les médicaments et la nourriture. C'est par un biais indirect que Donald Trump est arrivé à ses fins. C'est en mettant complètement hors jeu toutes les banques, en ce compris la Banque centrale. Donc, tu mets progressivement les banques commerciales, privées. Elles ne sont pas souvent privées en Iran, c'est des banques d'État. Mais tu gardes la Banque centrale, elle peut encore faire office de caisse de compensation et d'intermédiaire financier. Tu coupes la Banque centrale du réseau, tu n'as plus d'échanges financiers. L'Iran est coupé aujourd'hui de la mondialisation financière. Bon, pour le dire assez simplement. Et donc, les accords, ils en ont besoin. Mais ils ont trouvé quand même, avec les Chinois, une belle porte de sortie. Évidemment, je crois qu'il ne faut pas être dupe non plus. Les Chinois préféreraient de loin intégrer la Chine au sein de la route de la soie, sans devoir à un moment donné voir éventuellement un faucon républicain qui pourrait éventuellement vouloir mettre dans un moment peut-être d'égarement, poser des problèmes ou faire payer sur un autre dossier cette proximité avec l'Iran. Ils préfèrent travailler tranquillement. Mais c'est vrai que tu pourrais toujours avoir une sanction à un moment donné qui tombe sur un acteur économique chinois, hein, donc plutôt important. Ou tu pourrais avoir tel type de sanction, tel type de rétorsion qui pourrait gêner Pékin. Ça, c'est très clair. Tout le monde préfère, et de loin, que l'Iran sorte des sanctions. Mais c'est vrai que ça ne se fera pas à n'importe quel prix. Ils ont été humiliés et ils n'ont plus confiance dans les Américains. Ils n'avaient pas beaucoup confiance. C'était déjà très limité au départ, mais là, maintenant, ça. Oui, c'est vraiment. Oui, non, c'est clair, c'est mal barré. Enfin, c'est assez dégradé, ça, c'est évident. Ok. Eh ben, je pense que on a fait le tour des questions qu'on voulait traiter cette fois-ci parce que le sujet est assez dense. Je n'ai pas de questions, donc c'est assez chouette. Ça veut dire que tu as été d'une clarté assez rare. Je pense qu'il n'y a personne qui nous regarde, surtout c'est pour ça qu'on n'a pas de questions. Non, si, je vois qu'on nous regarde, donc ne t'inquiète pas avec ça. Et on sera, pour ceux qui n'ont pas pu assister
au direct, on sera quand même de toute façon rediffusé et disponible. Mais merci en tout cas Xavier pour toute, et sur la chaîne YouTube aussi de sur la chaîne YouTube, oui, effectivement. Mais donc voilà. Alors, sur les pourparlers, ben, écoute, puisque je peux encore en placer une, vu qu'il n'y a personne qui n'a pas de questions, sur les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, il n'y a pas de deadline, donc ils peuvent prendre leur temps. Donc, je suis plutôt optimiste, hein. Je suis plutôt optimiste, mais ça va prendre du temps et chacun des deux partenaires se méfie terriblement de l'autre. Tu as d'un côté les Américains qui se disent on lève les sanctions, ils retrouvent 8% de croissance, les Chinois vont y construire tout maintenant parce qu'on ne va plus trop y mettre les pieds, les Européens n'y sont plus trop bien vus, mais ils auront quand même les détonateurs nucléaires. Et du côté des Iraniens, c'est ouais, on va faire des concessions, on va renoncer à avoir ce qu'Israël a, c'est-à-dire l'arme nucléaire, et on va se retrouver sous sanctions. Donc c'est vraiment, il faut réamorcer le dialogue. Alors c'est vrai que, bon, voilà, maintenant, les Américains attendent pour le moment, ça c'est assez classique, hein. Ils insistent pour avoir des direct talks avec les Iraniens parce qu'ils savent bien que si la dynamique prend dans le multilatéralisme, demander des concessions en plus, ils ne pourront plus le faire. Donc c'est le dernier moment. Donc ça va durer un certain temps, un temps certain, mais l'Iran est sans doute en... Mais vraiment, l'accord avec la Chine a tout changé, quoi. Je veux dire... alors je veux bien, là aussi, hein, puisqu'on me laisse parler, je peux encore parler 5 minutes. On pense ce qu'on veut de tout ce qu'on veut. Hein, on vit en pays libre, moi j'ai aucun souci avec ça. Il n'y a qu'une seule chose que je voudrais censurer, c'est le correcteur automatique de mon téléphone. Mais parce qu'il raconte que. Non, voilà, parce qu'il fait que des conneries. C'est la seule censure que je voudrais imposer à quelqu'un. Mais ce que l'on peut penser de la Chine comme pays, comme gouvernement, ne doit pas empêcher, neutralité axiologique oblige, de constater qu'ils sont aujourd'hui un acteur complètement incontournable sur la scène internationale. Allez, il y a même des banques américaines qui écrivent dans une petite dizaine d'années, le yuan va être la 3e monnaie des réserves internationales. C'est-à-dire qu'elle va déclasser le yen, le franc suisse et la livre sterling. Donc la Chine s'affirme de plus en plus. Et donc l'idée que les Chinois, quand ils signent un accord avec l'Iran, sont un acteur incontournable et qui entraîne des effets absolument incontournables et absolument considérables dans la région, ce n'est pas de la propagande, c'est de l'analyse. Le reste, après, la propagande, c'est s'en réjouir ou s'en attrister. Je ne suis pas là-dedans. Non, vraiment. Non, parce que c'est vrai que je suis assez frappé. Hein, bon, j'entends parler, mais je suis d'accord avec l'idée que des associations puissent demander à l'Iran des comptes sur les droits de l'homme. Ce sont des milieux militants, ils ont le droit de le faire. Mais on peut quand même sortir dans nos milieux de la militance à tout craint pour entrer dans l'analyse 5 minutes. Ça peut être utile aussi. Donc voilà, c'est ça le sens de cette intervention aussi. Oui, hein. bah oui, c'est de donner des clés pour comprendre et s'en juger. Voilà. De l'éducation permanente, je pense, et qu'on est resté dans Je ne sais pas, moi, j'y connais rien en éducation permanente. Mais global, non, je plaisante. Mais voilà, si tu veux, en tout cas, dire que la question des droits de l'homme doit être centrale et immédiatement mobilisée quand on parle de l'Iran, je dis non. Cela ne fait pas point de cohérence dans la relation internationale entre les démocraties libérales, appelées génériquement les Occidentaux, et l'ensemble de la région au Proche et Moyen-Orient. À lire la presse, et spécialement la presse conservatrice américaine, ou britannique d'ailleurs, l'Iran ne respecte pas les droits de l'homme, et à part cette histoire de Khashoggi, on ne parlait pas beaucoup de l'Arabie Saoudite. Et je vois que la réaction de Joe Biden par rapport à Khashoggi, c'est
Oui, Jean Verstappen m'a mentionné une question. Et si tu veux, par rapport à Khashoggi, la réaction de Biden aujourd'hui, c'est quand même globalement de dire que c'est pas très bien de découper des gens dans une ambassade. Mais il n'y a pas de sanctions. Donc, quelque part, on leur a dit de ne pas recommencer. Voilà, c'est pas bien de découper les gens. Et je tiens à Il y signaler a un peu du deux poids, deux mesures. ah, mais ça va même plus loin que ça, parce que quand même, se revendiquer de la démocratie libérale est une chose, et c'est très respectable. Moi, je respecte tout, je suis contre toute censure. Mais pour un libéral, la liberté religieuse est essentielle. En Iran, les cultes chrétiens, juifs, israélites, zoroastriens et même hindous sont autorisés. Attention, hein, en Arabie Saoudite, c'est pas tout à fait, c'est pas la même chose. Hein. Donc, franchement, je pense qu'il faut savoir le dire aussi. Et que des associations le disent ne me dérange pas, que des gouvernements ne le disent pas et qu'on ne le relève pas dans une analyse à propos de l'Iran, ça me gêne. Ça me pose question. Alors, j'aurais voulu savoir l'influence du complexe militaro-industriel et je ne sais pas si Xavier a abordé le problème. Jean Verstappen. Alors, le complexe militaro-industriel, Je suppose qu'on parle de celui des États-Unis, là, dans ce cadre. Oui, c'est clair, oui, oui. Parce que, bon, alors le complexe militaro-industriel, il fournit beaucoup, effectivement, les puissances du Golfe. Mais, avec le temps, ce complexe militaro-industriel finira par acheter des armes, enfin, ces gouvernements finiront par acheter des armes chinoises et russes aussi. Donc, le complexe militaro-industriel, bah, il est là, il est au service de la puissance militaire américaine, mais ce n'est pas lui qui fait la décision finale. Je veux dire, le complexe militaro-industriel, il était tout aussi agissant sous Obama qui décide d'aller au pourparlers avec les Iraniens et de conclure des accords, et avec des gestes symboliques très forts. Je veux dire, il adresse un discours, je crois que c'est en 2012, 2011, à l'occasion de Nowruz, le nouvel an iranien, et il dit que vous êtes une grande civilisation et un partenaire incontournable. Hein, vous savez, j'ai joué du violon, là. Il y avait le même complexe militaro-industriel. Aujourd'hui, il est là, il est toujours là, et Biden va retourner aux élections. Il était là sous Trump, et il a sans doute été moins activé par Trump que sous Obama, puisque les États-Unis intervenaient beaucoup moins dans le monde, isolationnisme oblige, sous Trump, que cela n'aurait peut-être été le cas avec d'autres, je n'en sais rien, mais en tout cas, Obama est un prix Nobel de la paix un peu forcé tout de même, en termes d'intervention à l'étranger. Donc, le lobby militaro-industriel aux États-Unis, il pousse à l'intervention, mais globalement, il a quand même un immense marché qui est l'armée américaine elle-même. Donc, il faut savoir que, en fait, la moitié des dépenses militaires mondiales sont le fait des États-Unis. Donc, le lobby militaro-industriel américain, il vit essentiellement de l'armée américaine, il n'est pas contre des commandes à l'extérieur, évidemment, et les partenaires de l'OTAN, notamment des gens qui peuvent dépenser, comme les Belges aujourd'hui, sont un peu très riches. Non, c'est vrai, on croirait par moment. Non, c'est vrai, les F-35 à la place des avions français, bah, c'est quand même le signe qu'on est un pays où on a découvert du pétrole et qu'on est très riche. Parce que, non, mais c'est vrai, je ne sais pas, il faut qu'on me le dise. Parce qu'ils étaient moins chers et aussi efficaces. Mais c'est là-dessus, c'est là qu'est le gros du lobby militaro-industriel. Et le lobby militaro-industriel américain, il a été activé par le politique, il s'est servi au passage. C'est au moment de la fin de la guerre froide, avec les immenses dépenses d'armement sous Reagan. Mais donc là, il n'a pas joué un rôle essentiel. À mon avis, il y a un autre lobby militaro-industriel qui commence à faire peur à tout le monde dans la région, c'est cette alliance stratégique entre la Chine et la Russie. Ça a été décisif sur les événements. Voilà. Ben, je pense qu'on a fait le tour de la question et peut-être que ça vaudrait la peine de revenir sur ce rapprochement de plus en plus clair peut-être entre la Russie et la Chine lors d'un autre événement. Ça nous donne des idées pour une prochaine vidéoconférence. Je vois un mot de la fin, Xavier? Attends, j'essaie de retrouver l'image déjà. Non, c'est juste moi
qui ait retrouvé le nom du système de paiement chinois. C'est le CIPS, Cross-Border Interbank Payment System. Voilà, donc c'est pas CIPS, c'est CIPS. Et comment, de toute façon, on renvoie les spectateurs vers les analyses qui sont disponibles sur le site de la CJJ. Merci. Et alors, dans une prochaine analyse qui sera une étude, on parlera effectivement de manière assez incidente, assez incidemment. On parle des émergents et on parle évidemment post-Covid. Et on prend quelques cas de pays. Et donc, il y aura le cas du rapprochement entre l'Iran et la Chine. Donc, qui sera un peu l'accord. Si cet accord n'est pas détaillé, c'est une feuille de route. Hein. Le chiffre de 400 milliards pourrait être 300, il pourrait être 500. Hein. Donc, tout ça sera. Mais en tout cas, on est sur de la coopération qui est très structurelle, très structurante. Le game changer. Quoi. Je veux dire, c'est assez hallucinant. Maintenant, tu ramènes les Chinois quelque part, les Américains, à la limite, tu as ce que tu veux. Quoi. Non, c'est très intéressant parce que pendant très longtemps, dans des milieux de gauche francophones, et je ne veux polémiquer avec personne, ce n'est pas le genre de la maison, paraît-il. Parler de cet affrontement, ça faisait guerre froide, et guerre froide, ça faisait binaire. Donc les binaires sont les cons, les non-binaires sont les malins. Ce qui veut dire que le monde se divise en deux catégories, les binaires et les non-binaires. C'est plutôt binaire comme approche. Apparemment. Apparemment. Moi, j'essaie de comprendre. Mais donc, je suis quand même un peu surpris de voir que ça a toujours été présenté comme un truc globalement de connard primaire, fils d'ouvrier, limite. Si, ça se sent très fort dans certains milieux. Deuxièmement, c'est quand même de ne pas voir à quel point, d'abord, ces gens qui sont souvent plutôt d'origine bourgeoise, fréquentant des milieux plutôt d'un centre-gauche éclairé, et il n'y a pas de jugement de valeur. Moment, il n'y a que ça. Ces gens sont quand même assez extraordinaires parce qu'ils pourraient comprendre, s'ils avaient été informés un peu dans leur vie, que la dialectique existe et que donc la position d'affrontement, de tension grandissante entre les États-Unis et la Chine, c'est précisément, c'est pas deux impérialismes et il faut se maquer avec l'un des deux à vie. Ça permet de créer ce qui a été à l'origine le non-alignement. On peut prendre un peu des deux et travailler un peu avec les deux. Le non-alignement, c'est Bandung en 55. Hein. Donc je suis toujours très surpris que ces gens aient... Je ne suis même pas sûr qu'ils aient entendu parler de Bandung. Donc c'est vrai qu'ils ont une compréhension des droits de l'homme qui est intéressante puisqu'elle exclut... En tout cas, elle ne parle pas centralement, elle ne se base pas centralement sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ben voilà, mais c'est justement, je pense que c'est un bon mot de la fin. Calme le jeu. On est à 2 doigts de l'expulsion. Là, donc, Allez, blague à part. Nous, on va rester encore en ligne 2 minutes le temps de la déconnexion. Merci à toutes et tous. Et puis, merci à Thomas aussi qui a assuré le service technique. Merci Thomas. Et à bientôt pour de nouvelles interventions en ligne. Salut Xavier. Salut, bonne soirée, au revoir, merci.